Monsieur Lefranc, Franciquois. Donc je suis en charge délégué de Franciquois, qui est une interprofession régionale. Je vous dirai à quoi ça correspond dans la présentation. Un petit mot, pour tout de suite passer à la présentation ensuite, un petit mot sur le travail qui vous a été présenté. L'équipe de Michael, Tanguy, David, Michael parlait des ingénieurs, des techniciens, je les trouve en même temps extraordinairement analystes. J'ai rarement vu un document d'intelligence collective qui devient un outil à la disposition de tous de cette qualité. Donc là, il y a vraiment, et ça pose aussi, pas modestement, mais très intelligemment un certain nombre de questions sans offrir toutes les réponses. Je vais déjà réagir dans la présentation à ce formidable document. Beaucoup d'entre vous ont participé à l'élaboration de ce document, ont été questionnés. Je voudrais ajouter quelque chose à ce document, c'est d'où on vient. On ne découvre pas la situation. Il y a une première réponse à la filière bois en Île-de-France et singulièrement Paris, qui date de 6 siècles. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps, mais elle est extraordinairement instructive. Je voudrais vous parler également de cette notion de filière territoriale qui est une vraie innovation process. C'est tout le propos qui était celui de Michael. Et je voudrais aussi vous parler des besoins d'innovation, pas seulement process, d'innovation produit, d'innovation sociale. La filière territoriale est un des composants de cette innovation dont on a besoin, notamment à pleine commune. Alors, un petit peu de recul historique. Le château de Vincennes. Le château de Vincennes, c'est le XIVe siècle. Il n'y a pas beaucoup de bois. Il y en a un petit peu, je vais vous le montrer tout de suite après. Pourquoi je vous le montre? Philippe VI de Valois devient roi un peu malgré lui. Il dit, je veux bien devenir roi à une condition. C'est être roi d'un pays moderne, je veux une capitale. Il penche, c'est un Valois, il penche plutôt pour Orléans. Les technos de l'époque lui disent donc, vaut mieux aller sur Paris, parce que si on veut construire rapidement une capitale, il n'y a qu'une seule solution, c'est pas les Romains qui nous la donnent, c'est pas la pierre, c'est le bois. Donc construire une capitale, c'est le défi qui est lancé par Philippe VI de Valois pour devenir roi, au XIVe siècle en France. Le bois doit devenir d'un petit peu partout en Europe, car il n'y en a pratiquement pas en Île-de-France, et très peu en France. Juste un petit rappel, une petite parenthèse, la forêt française a doublé sa surface depuis un siècle. L'Île-de-France a gagné 10 000 hectares de forêt depuis 20 ans. On y reviendra. Au XIVe siècle, il n'y a rien. Dans le haut du donjon, qui a été rénové il y a quelques mois, qui est maintenant visitable, on trouve chêne châtaignier, pour ceux qui voient un petit peu plus près, du châtaignier qui est taché par le tanin, les clous et le tanin, et puis des ours de chêne. Nous avons les bons d'embarquement 1320 Riga-Lettonie. Donc c'est pas nouveau qu'on importe. Je continue. Mais Philippe VI de Valois prend un certain nombre de décrets qui sont la base, les historiens vous le disent, notamment une personne que je cite beaucoup, Madame Garçon, qui est chercheuse au CNRS, qui est notre historienne des matériaux en France. Je ne sais plus ce que je voulais dire, on va rapidement accélérer. Chevelu-Gris, vous en ai parlé. L'organisation des chantiers. Comment on fait venir à grand prix des matériaux d'un petit peu partout, du fer qui vient du Bas-Berry, de la pierre qui vient d'Île-de-France et de Champagne. Philippe VI de Valois, oui, c'est décret, il décide, c'est la base du développement durable, que tous les matériaux qui entrent dans Paris pour construire cette capitale n'en ressortiront jamais. Ça va être valable pendant 6 siècles, pratiquement jusqu'à l'apparition du béton très contraint, où lors des rénovations, c'est 1950-1960, des rénovations dans Paris, on voit apparaître des bennes qui évacuent les matériaux. Ça ne s'était pas fait pendant 6 siècles. Il faut donc qu'on réinvente, c'est ce que nous propose le document de l'ALEC, un nouveau cycle, une nouvelle organisation systémique à partir de maintenant. J'accélère un petit peu. Ça, c'est un dernier exemple d'organisation systémique qui date donc du XIVe siècle. Nous sommes place de l'Opéra, c'est l'éventration de la place de l'Opéra pour construire la station de métro. En face, vous avez la rue du 4 septembre.
C'est quoi? Poutraison, étai métallique, pierre. C'est le château de Vincennes, c'est la même organisation systémique. C'est le dernier exemple, 1902. Bon, ce que je vous disais, Anne-Françoise Garçon, on accélère un petit peu pour vraiment traiter le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, retour à une pensée cyclique, réinventer un modèle de développement durable, complexité croissante. La double réponse qu'on vous propose du côté de l'interprofession et de la filière nationale et régionale, c'est faire filière territoriale, c'est bien le propos de ce matin, et l'innovation, je vais vous en parler aussi, produit process. Qu'est-ce qu'on entend, juste une seconde en arrière, par filière territoriale? C'est pouvoir public, interprofession, l'ensemble fédéré des professionnels des 20-25 métiers de l'amont à l'aval, y compris producteurs de plants forestiers, publics, privés, première transformation, deuxième transformation, métier du bâtiment, papier, industriel, panneaux, j'en passe, et recyclage. Et puis les territoires. On y va. Donc c'est la composition traditionnelle, c'est la nomenclature européenne de la structuration de la filière des métiers du bois. Hein, c'est l'interprofession, donc sylviculture. Il y manque des producteurs de plants, on a bien le recyclage. Donc ça fait à peu près, nous on considère 21 confédérations professionnelles et ça fait 75 métiers INSEE. On avance. Alors, notre organisation, rapidement, la structuration de la filière. Donc, c'est la structuration des métiers dont je vous parlais. Il existe depuis une dizaine d'années, c'est assez récent et très moteur. Il existe pratiquement depuis une dizaine d'années, un peu partout en France. Alors, une interpro nationale, et France Bois Forêt, et une interpro aval France Bois Industrie Entreprise. Donc il y a 2 fédérations pour l'ensemble des métiers au niveau national. Et puis, régionalement, il existe des interprofessions qui réunissent l'ensemble des métiers, comme Francilpo en Ile-de-France. Francilpo est une des dernières créées. La carte date un petit peu, parce que depuis quelques mois, les Aquitains, les Girondins, qui sont un peu moins centralisateurs, c'est connu depuis longtemps, n'avaient pas déclaré leur interpro au national, mais c'est fait aujourd'hui. Et la Corse, l'ENU Vivu, a créé son interpro cet été. Donc, l'Interpro Île-de-France, c'est 50 000 emplois, nous dit l'INSEE, c'est un emploi sur 100. Ça fait un gros bataillon, mais c'est le plus faible taux d'affectation à la filière bois de toutes les régions françaises. La Bretagne, qui a peu de forêt, est à 3%. Le record, c'est, je crois, la Franche-Comté ou la Bourgogne, c'est 15-17%, et le Rhône-Alpes également. C'est 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2010, je devrais ajouter, dont 9 milliards d'importations en Ile-de-France, d'importations nettes. Donc c'est la valeur qu'on peut venir de l'extérieur. Ça mobilise, oui, en Ile-de-France, des petits rappels que vous connaissez mieux que moi, un Français sur 5, 40% des logements sociaux, c'est le déséquilibre entre l'offre de l'amont de la forêt en Ile-de-France. Il est clair, ça a été dit plusieurs fois tout à l'heure, on ne peut pas imaginer en vase clos, en circuit court, que le plus court fournisse le marché d'Île-de-France. Il est historiquement, je vous l'ai montré avec l'ellipsis de Valois, et structurellement importateur, et durablement importateur. 40% des logements sociaux. Autre chose qui nous est fourni, un chiffre qui nous est fourni par la Direction régionale de l'équipement, les services de l'État, 60% de la chaleur distribuée en 2012, je pense que ça a un petit peu changé depuis, 60% de la chaleur distribuée en réseau en France est distribuée dans 5 des 8 départements d'Île-de-France. Donc c'est vraiment un marché qui est extrêmement attractif. On continue. Donc les 5 collèges de Francilpoix, qui représentent l'ensemble des métiers, je vous le disais. Pour ceux que ça intéresse, la représentativité de nos métiers est assurée par ce qu'on connaît par les grandes fédérations, les organismes de filière, le CNDB, Madame Essel-Billiot est ici aujourd'hui, le FCBA, qui est l'Institut technologique de la filière, qui est en Île-de-France depuis quelques mois, qui va ouvrir son siège, aidé par l'État et par Marne, à côté de l'école des Ponts. Sylviculture, donc les syndicats de forêt privée. Un petit mot sur la ressource forestière en Île-de-France, telle qu'elle est structurée. On imagine souvent qu'en Île-de-France, la forêt est très publique. Elle n'en est pas plus qu'ailleurs. Elle est à 60% privée
et on est vraiment en France, c'est-à-dire qu'en Île-de-France, comme dans le reste de la France, dans le reste de la France, on est à 67% privé, on est à 62% en Île-de-France, c'est donc très privé, extrêmement morcelé, ça tout le monde le dit, avec un génie français de l'inertie fiscale, c'est très à la mode en ce moment. Pourquoi? Parce que qui est propriétaire des 62% de la forêt francilienne, c'est pas un héritier, c'est une coïndivision qui dépend d'une autre coïndivision, qui dépend souvent d'une troisième coïndivision empilée. C'est géré par les notaires, c'est le prix de la tranquillité. Donc c'est un vrai souci en France. On en parlera tout à l'heure quand on se comparera aux coopératives forestières, dans un instant coopératives forestières du nord de l'Europe, qui a su, avec un vrai morcellement assez comparable de la propriété forestière, assez comparable à celui qu'on connaît en France, qui a su se doter d'outils de suggestion publique pour aller au-delà et mobiliser la ressource plus intelligemment. Deuxième transformation, la FNB, la Fédération nationale du bois, ce sont des industriels qui représentent jusqu'à aujourd'hui l'ensemble des métiers au MEDEF. L'UNIFA, c'est l'Union nationale des industriels français de l'ameublement, très important en Île-de-France. Nous avons représenté autour de la table de Francis Bois la Fédération française du bâtiment, leurs amis des artisans, IBC, ce sont les ingénieurs de bois construction, et les organismes régionaux et nationaux, Comité des forêts. Il faudrait que je rajoute, bien entendu, depuis le mois de juin, la région de France qui a pris une vice-présidence au sein de notre organisme. On avance. Donc, je vous le disais à l'instant, nous venons de passer 3 conventions après avoir fait beaucoup de promesses en disant vous allez voir ce que vous allez voir, les professionnels vont répondre à toutes les questions que pose si intelligemment le document de ce matin. Et donc, depuis quelques mois, nous avons le plaisir de vous dire que nous avons conventionné avec l'État. C'est un petit peu plus ancien que l'État. L'État, dans le cadre d'un document qui nous est présenté tous les 4-5 ans par le préfet, le plan pluriannuel régional de développement forestier, avec la région votée à l'unanimité au mois de juin, il y a quelques jours, une convention passe filière et une convention avec l'ADEME. Il faut ajouter à ça, et on est en train d'y travailler. Si on vient de loin, Philippe VI de Valois, Francis Bois a une équipe permanente depuis le 1er septembre, c'est-à-dire depuis quelques heures. Je le dis avec un peu d'émotion, on y est, peut-être en coordination territoriale, et j'accélère rapidement, plan d'action qui est disponible sur notre site internet francisbois.fr, c'est le plan d'action que nous avons signé avec l'ADEME, l'État, et qu'on veut étendre avec une coordination territoriale avec les territoires en Île-de-France. Il faut savoir que si le document produit par l'ALEC Pleine Commune a ce caractère extrêmement original qu'eux-mêmes ont souligné, il y a des réflexions assez comparables aujourd'hui, pas très loin d'ici, communauté d'agglos ou de communes, je ne sais pas, Terre de France, Tremblay, Sevran, le département, le Conseil général de Seine-et-Marne a une réflexion qui est très avancée, l'Essonne également, les Yvelines également, donc il faut vraiment, non pas coordonner, mais au moins échanger, commencer par échanger cette intelligence collective. On accélère, je voudrais vous montrer quelques images en couleur, on y va. L'énergie des réseaux, ça c'est la carte des réseaux de la Direction régionale de l'équipement, consomme 60% de la chaleur distribuée en réseau en France. C'est un marché extrêmement attractif. On y va, on accélère. La hiérarchie des usages qui est globalement admise, on parlait des tensions tout à l'heure, juste un petit mot sur les tensions. C'est vrai que la demande est assez nouvelle en Île-de-France et en France en général de bois. Elle se concentre, elle s'accélère, elle double en gros depuis 3 ans, elle double tous les ans, donc ça crée une tension, j'allais dire, sur le bois facile. Mais à nous de nous organiser pour montrer qu'il existe de la ressource qui est produite dans des conditions de développement durable, ça a été souligné tout à l'heure. L'ensemble des acteurs de la filière partagent plus que cette philosophie, partagent cette organisation, le bois d'œuvre, le bois industrie, le bois énergie, la hiérarchie des usages, on pourrait même ajouter aujourd'hui le bois chimie. On avance. Ça, c'est un travail que nous avons fait avec le Top Biomasse il y a quelques années en Île-de-France sur la réserve économiquement et écologiquement accessible en Île-de-France en biomasse. On
on mobiliserait cette biomasse en Île-de-France intelligemment, respectueusement, on fournirait 3 à 4 fois plus qu'on ne fournit aujourd'hui, mais on ne fournirait que 15% des besoins de l'Île-de-France. On avance. Oui, juste un petit élément. On est souvent, c'est souligné d'ailleurs dans le document, vous ne l'avez pas dit ce matin, mais c'est quelle est la bonne échelle? Quelle est la bonne échelle pour faire filière de l'amont à l'aval? Alors, on se culpabilise beaucoup en Île-de-France dans l'Interpro parce qu'on a très peu de scieries en Île-de-France. En réalité, quand on se compare à une région qui est un peu notre région cible, qui est le Brandebourg, le Berlin, le Grand Berlin et la région de Brandebourg. Si on transpose le Brandebourg, comme c'était un moment le projet en France, que l'Île-de-France reprenne une partie de la Normandie, de la région centre, une bonne partie de Nord-Picardie. Alors, on aurait aussi peu de scieries dans les 100 premiers kilomètres que dans la région cible du Brandebourg, et on aurait pratiquement autant de scieries entre 100 et 200 km qu'on trouve donc dans la Sarthe, qu'on trouve dans l'Eure, qu'on trouve en Picardie, qu'on trouve en Champagne. On les a, elles sont pas loin. Donc, la bonne échelle. Oui, alors, quelques exemples sur les besoins d'innovation, ça a été abordé tout à l'heure. Là où il faut vraiment que, non seulement on structure de l'amont à l'aval, comme je vous le disais, mais il faut aussi qu'on réfléchisse beaucoup à la compétitivité de nos entreprises. Il y a un bassin d'emploi tout autour d'ici extrêmement important. On dit qu'un emploi sur 2 en pleine commune est directement ou indirectement lié au bâtiment. Il faut donc aider ces entreprises du bâtiment à acquérir un transfert de technologie important. Des petits exemples très très intéressants de livraison récente en Île-de-France. Là, vous avez un exemple qui me plaît bien parce que c'est une copropriété privée. La copropriété privée, une vision de l'enfer, disait Courteline. Là, on a réussi à s'entendre quand les premiers devis de l'isolation thermique, du coût de l'isolation thermique, les premiers devis ont été présentés aux copropriétaires. On leur a dit, construisez un étage supplémentaire, vous créez de la valeur qui va permettre de financer l'ensemble de l'isolation thermique. Ça a été fait dans le 15e arrondissement, livré l'an dernier. On accélère. Une isolation thermique, une commande publique, c'est par habitat, ce sont des logements étudiants, c'est la Butokai, c'est dans le 12e, 14e. Et c'est très très intéressant parce que là c'est du bois high-tech, c'est une entreprise des Vosges, c'est un architecte parisien, c'est une couverture, c'est une enveloppe extérieure en aluminium, on étend considérablement la surface, on rajoute 2 étages, c'est techniquement possible. Là où il y a très peu de place pour faire un chantier, c'est du flux tendu, c'est du pré-industrialisé. Il faut vraiment aider nos entreprises à acquérir ces technologies. On accélère. La maison de l'Inde, c'est maître d'ouvrage, c'est architecte parisien, Lipski Rollet. Maître d'ouvrage, le gouvernement de l'Inde, pour loger ses étudiants thésards à Paris, c'est la cité du boulevard Jourdan. C'est R+7, bois massif, plancher, mur, entièrement bois massif. C'est extrêmement intéressant. Là aussi, c'est assez formidable. C'est livré la semaine dernière dans le 20e arrondissement. Là, c'est Élogie, donc le premier bailleur social français, qui, sur un HLM du 20e arrondissement, finance l'isolation, l'isolation thermique du bâtiment. Je dis bien livré la semaine dernière, en imaginant la construction de 6 logements en bois massif entre les cheminées, vous voyez le dernier étage. Le problème, et c'est à nous de le régler, c'est que l'ensemble des solutions techniques pratiquement livrées en quelques nuits avec des grues, je parle de la surélévation, ce sont des éléments livrés par Metsä Wood. Metsä Wood, c'est une coopérative forestière de petits propriétaires finlandais qui ne sont pas inspirés par le fisc finlandais à ne pas sortir de bois, mais le contraire. Et donc, qui ont fait une intégration industrielle verticale et qui viennent vendre des solutions jusqu'à Paris. C'est intéressant. Je vous remercie.